La parole est à Monsieur Joël Giraud pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure générale, monsieur le président de la commission des finances, chers collègues, le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes est traditionnellement l'occasion de marquer chacun nos divergences politiques et économiques, parfois d'ailleurs de manière artificiellement accentuée. Chaque année, le contexte est particulier. Il l'a été encore plus en 2015. Les attentats de janvier et de novembre à Paris ont coûté excessivement cher au plan humain, mais aussi symbolique et politique. La révolution grecque, puis son enlisement à Bruxelles, en dépit de l'action déterminée de la France, sous la forme d'un statu quo dévastateur de la gestion de la crise de la dette, bien que rassurant pour les marchés et le FMI sur la forme, a malheureusement favorisé la radicalisation de la gauche démocratique, la montée des individualismes et de l'extrême droite dans le reste de l'Europe. D'un autre côté, il aura fallu se réjouir sincèrement de la formidable cohésion qu'a su conserver et éprouver au reste du monde notre société après les attentats de Charlie Hebdo. La manifestation du 11 janvier, celle du peuple uni dans toutes ses dimensions ou quasiment, comme celle des chefs d'État presque tout simplement présents, à quelques égaux près, a manifesté courageusement une nouvelle solidarité organique quasi inespérée en ces temps troublés. Il aura aussi fallu se réjouir de l'aboutissement de la COP21, avec les accords de Paris, et pas uniquement pour le symbole. D'ailleurs, comme indiqué par notre rapporteur général, la fiscalité écologique représente 62 milliards d'euros de recettes fiscales en 2015, soit près de 3% de PIB. C'est bien entendu insuffisant, d'autant que les modalités et les critères fiscaux de l'addition qui parvient à ce montant global sont contestables, quelques carottes bio ayant été ajoutées à des choux qui ne le sont pas, mais la pente est continue, et c'est un sujet sur lequel nous parvenons à nous rassembler la plupart du temps. Deux motifs donc de satisfaction partielle, même si dans le détail, nous avons encore rencontré des résistances gouvernementales, par exemple lors du débat à l'automne dernier de la réforme de la DGF, concernant les moyens d'inciter nos collectivités d'abord à la sobriété énergétique. En effet, la fiscalité écologique la plus urgente et finalement la plus élémentaire ne doit pas être punitive mais incitative et synonyme d'économie d'énergie, et encore plus particulièrement pour les ménages, au risque sinon d'aggraver les inégalités sans impact réel sur l'écosystème. Dans ce contexte extraordinairement favorable à la dépense, il est indéniable qu'une bonne maîtrise de celle-ci a été engagée, encore plus fondamentalement ces derniers mois, au moment où la France est pourtant entrée dans une crise majeure liée au terrorisme, dont la gestion est somme toute exemplaire. Cet état de fait nous a permis de sortir de l'ère précédente où la vanne des dépenses grossissait à mesure que la France subissait la crise économique de 2008, à la faveur principalement et sans contrepartie des établissements bancaires. Une double peine pour les finances publiques comme pour les contribuables, dont nous voyons enfin l'issue grâce à cette gestion que l'on qualifiera peut-être de social-démocrate. En effet, en 2014, les dépenses du budget général étaient déjà en baisse nette de 1,1 milliard d'euros par rapport à 2013. En 2015, la baisse des dépenses, comprenant la charge de la dette et les pensions, se situe encore à 1,4 milliard d'euros par rapport à 2014. Il faut s'en féliciter. En conséquence, le déficit budgétaire se réduit tendanciellement, ce qui nous arrange tout autant que Bruxelles, avec toutefois quelques artifices comptables discernés par la Cour des comptes, comme des annulations et des reports de crédits, ou encore des économies de constatation. Pour dépasser le débat franco-français du périmètre d'analyse comptable du déficit par la Cour, et notamment la prise en compte des programmes d'investissement d'avenir, je rappelle à ce sujet que notre Assemblée avait adopté le 8 juin 2015 une proposition de résolution européenne pour que soit prise en compte l'effort financier considérable et constant engagé par la France dans les opérations extérieures de maintien de la paix depuis 2012 sous mandat de l'ONU, au bénéfice de l'ensemble des partenaires européens. Lors du débat budgétaire de l'automne dernier, j'avais obtenu l'assurance par la voix du secrétaire d'État aux Affaires européennes que la Commission européenne devait avancer sur le sujet. Réitérant les vœux de notre résolution parlementaire auprès du commissaire européen Pierre Moscovici, celui-ci a convenu début juin qu'il existait un véritable problème de mutualisation et que ces questions seraient plus faciles à traiter le jour où il y aura une véritable défense européenne, c'est-à-dire des calendes un peu lointaines à défaut d'être grecques. Pour autant, cette gestion sérieuse des dépenses, et parmi elles la plus douloureuse, celle qui touche nos collectivités, nous permet-elle d'affirmer un quelconque alignement des sociodémocrates français sur la droite ultralibérale, comme l'avancent certains de nos partenaires de la majorité de 2012 ? La réduction de la dépense de nos collectivités devait s'accompagner d'une réforme structurelle de la DGF, ce qui l'aurait rendue plus juste et plus acceptable. Celle-ci a été reportée par ceux-là même qui contestaient le rabot uniforme, ce qui s'apparente à un comble.
Le raccourci entre cette gestion sérieuse de la dépense et l'austérité, quoique tentant, semble rapide. Certes, le TSCG n'a pas été renégocié dès 2012. Toutefois, a-t-il été réellement appliqué à la lettre, ou plutôt à la virgule, et encore plus particulièrement à la France depuis 2012 ? Les gouvernements qui se sont succédés depuis 2012 ne sont-ils pas parvenus à ralentir, tout en l'engageant, la pente de la réduction des déficits imposée par le TSCG dont nous avons hérité sans subir de sanctions ? A-t-on observé une quelconque saignée dans notre fonction publique ? N'a-t-on pas, à l'inverse, mis fin à la RGPP et revalorisé, pour ne prendre qu'un exemple, les salaires des fonctionnaires de catégorie C ? N'a-t-on pas renforcé de manière ciblée et résolument progressiste les effectifs de l'éducation nationale, de la justice et, dans le contexte terroriste, de la police ? N'a-t-on pas revalorisé les minima sociaux dans le cadre du plan contre la pauvreté en ciblant les familles monoparentales, et donc les femmes et les enfants ? Les montants sont-ils suffisants ? C'est un autre débat sur lequel, malheureusement, le Parlement demeure constitutionnellement impuissant. A-t-on assisté, comme sous le précédent quinquennat, à une nouvelle grande braderie discrète, par exemple, des biens immobiliers de l'État ? N'a-t-on pas préservé, malgré le contexte, quelques batailles d'hémicycle, il est vrai, de l'aide publique au développement et fait voter, après avoir engagé le débat en 2013, le débat sur son financement via la taxation des transactions intrajournalières ? Le positionnement de la France vis-à-vis de ses partenaires européens en la matière est-il si clairement libéral ? Je crois qu'au travers de ces questions, nous avons la réponse à cette question. Certes, après des années d'une gestion que l'on peut qualifier de dispendieuse et de conservatrice au sens le moins noble, les attentes étaient si vertigineuses que la chute en a été des plus brutales pour les plus militants d'entre les Français. Nous voulions de la réforme structurelle, une remise à plat immédiate de notre fiscalité, une participation honorable des banques au redressement des comptes publics. Afin d'assurer le principe de la continuité de l'État, il a d'abord fallu réparer, ralentir le rythme abyssal du creusement de tous les déficits, dont celui de la sécurité sociale, afin de conserver notre crédibilité internationale et notre souveraineté. La réussite du gouvernement en la matière est indéniable. Les erreurs initiales, car il y en a eu, et avant tout, bien sûr, la continuation de l'inflation des prélèvements obligatoires entamée sous le précédent quinquennat, avec le gel du barème et la suppression de la demi-part des veuves, ont été ouvertement reconnues par le président de la République, et les mesures en faveur du pouvoir d'achat des classes populaires et moyennes se comptent depuis juillet 2014 en milliards d'euros. Une politique de la demande assise sur ceux qui consomment voit enfin le jour. Ajoutée au plafonnement des niches fiscales, au rapatriement des exilés fiscaux, à la création de la tranche à 45%, peut-on réellement parler d'un alignement avec les ultralibéraux européens ? Nous allons entamer les négociations autour du prélèvement à la source, sans renoncement vis-à-vis du programme initial. Bien entendu, il faudra réformer notre système de niches fiscales, bien que l'année 2015 montre qu'il est possible de les contenir en volume. Mais chacun se sait ici attaché à tel ou tel, et il s'agirait en France d'une véritable révolution pour laquelle il faudra bien du courage politique. Ces montants, entre les milliards du pacte de responsabilité et les milliards octroyés aux ménages, sont constamment comparés, mais est-ce comparable ? Bien sûr, nous regrettons vivement que le contrôle de l'utilisation du CICE par les entreprises du CAC 40, qui le distribuent à leurs actionnaires sans impact sur l'emploi, ne soit pas renforcé par les amendements visant à le conditionner, que nous avions soumis à la représentation nationale budget après budget. Nous regrettons encore l'absence de ciblage de notre dispositif entreprise sur celles soumises à la concurrence internationale et nous ne cautionnons toujours pas les règlements européens invoqués par le gouvernement pour justifier les demandes de retrait de nos amendements pour relever son taux pour les PME et les micro-entreprises. Dans l'excellent rapport de notre rapporteur général, les chiffres sont les suivants. En additionnant l'IS, la CFE, la CVAE et les impôts sociaux, le montant global des recettes entreprises est de 91 milliards d'euros, dont 37 acquittés par les grandes entreprises, 27 par les ETI, 19 par les PME et 8 par les micro-entreprises. Le rapport entre fiscalité et valeur ajoutée hors taxe par catégorie varie donc de 7 à 12%, des micro-entreprises aux plus grandes d'entre elles. Or, dans la pratique, les taux de marge des micro-entreprises et des PME sont plus faibles que ceux des ETI et des grandes entreprises. Ces différences traduisent notamment des modes de production bien différents, plus ou moins capitalistiques. Les micro-entreprises et PME utilisent, par exemple, moins de capital en proportion et ont donc une moindre part de capital à rémunérer dans la valeur ajoutée qu'elles parviennent à dégager. Ainsi, l'impôt sur les sociétés, retranché du CICE au CIR, continue d'être économiquement distorsif, terme employé d'ailleurs par le gouvernement lui-même lors du PLF 2014. Cela dit, il n'en reste pas moins vrai que le CICE a permis à de nombreuses entreprises de se maintenir à flot et pas uniquement parmi les plus grandes. Le pacte commence à porter ses fruits. La reprise est là et certains acteurs économiques, il est vrai, ne jouent pourtant toujours pas le jeu, et notamment les banques, préservées mais toujours rétives à financer les entreprises comme les particuliers, sujet sur lequel, là aussi, nous continuons d'exprimer nos regrets quant à notre action.
Avec le Brexit, le contexte européen est en pleine mutation et la carte à jouer des sociaux-démocrates est historique pour l'emporter idéologiquement. Gageons que nous gagnerons cette bataille, à l'image de celle de ces comptes 2015. Merci. Pour le groupe Gauche